Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no channel yokoso. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ça change un petit peu. J'ai décidé de faire le challenge du youtubeur Le Monde de Tada, le Tada Challenge. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeurs manga qui ont fait ce challenge et j'avais envie de le faire parce que en plus j'ai quand même lu pas mal de mangas et voilà, on va tirer au sort ensemble avec une petite roue. Cette vidéo, il n'y aura pas de montage. Simplement, pas de trucage, pas de montage, de la spontanéité, du dialogue, du débat. Et on parle de tout ça en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire quoi. Et vraiment les amis, voilà, les règles sont assez simples. Je tire 3 mangas au sort, 3 séries. Donc il y a plusieurs manières de tirer, je pouvais choisir une étagère, une 15 de ma bibliothèque, mais moi j'ai choisi une roue. Je les ai toutes répertoriées. Et sur ces 3 tirages, je dois choisir 3 points positifs et 3 points négatifs pour chaque œuvre. Alors autant dire que quand tu tombes par exemple sur une œuvre qui te tient particulièrement à cœur, genre Naruto, c'est très dur de lui trouver des défauts en général. Et pourtant il y en a. Toujours. Et c'est de ça qu'on va parler justement dans ce challenge, et c'est ça que d'ailleurs Le Monde de Tada expliquait, c'est que il faut parfois être un peu plus objectif dans ses critiques, ou subjectif, ça marche aussi. Et donc les amis, on va tourner ça tous ensemble, je vous montre la roue, là tout de suite, avec tous les animés, enfin les mangas, pardon, que j'ai lus. N'hésitez pas à mettre pause pour que vous puissiez les lire. Et on va ensemble tourner la roue et découvrir ça. Ah, l'attaque des titans. Mon Dieu. Eh bien voilà, l'attaque des titans, le tome 1, je vous l'affiche ici, la petite couverture. Donc voilà la série, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc évidemment, dans le challenge, je n'ai mis que des séries que j'ai lues à 100%, ou alors qui sont en cours, mais que je suis à jour. J'ai pas mis un truc en mode, ouais, il existe 10 tomes, j'en ai lu 3 et j'en parle. Non, vraiment, c'est des trucs dont je suis à jour. Je vous le mets ici. Voilà, est-ce qu'on le voit dans le décor, peut-être? Oui, voilà. Ça sert, hein? Alors, l'attaque des titans, eh bien, je vais pas vous faire un résumé, je pense que beaucoup de monde connaissent l'attaque des titans. Je vais quand même pas trop spoil, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vais quand même donner les 3 points positifs et les 3 points négatifs. Je vais jouer le jeu. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, ce sera spontané, donc il y aura des bégaiements, des moments de réflexion, voilà. Ça fait partie du jeu et c'est vraiment ce que j'ai envie d'intégrer dans la vidéo. Donc, l'attaque des titans. Je commence par quoi? Les points positifs alors. Les points positifs simplement, on va essayer d'être... on va pas simplement dire « ouais, les dessins sont beaux ». Ils le sont, c'est certain, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas à débattre. Donc je vais pas me servir de ça comme point positif, mais ça y contribue. Par contre, l'originalité et la qualité du scénario, ça c'est un bon point. Il y a un plot twist à la fin de chaque chapitre. Il faut se dire qu'à la base c'est prépublié mensuellement au Japon, enfin c'était. Donc il fallait bien que chaque chapitre te donne envie de lire le suivant, d'acheter les tomes. Donc voilà, vraiment, à chaque fin de chapitre, tu apprends, tu ressens quelque chose qui te donne envie de lire le suivant. Et ça, c'est un truc qui est fort dans l'attaque des titans, et c'est ce qui a fait que j'ai graillé le manga en fait. Je l'ai défoncé, je l'ai dégommé, j'ai lu plein de tomes d'un coup. On te sème des intrigues, petit à petit, voilà, on te dit, voilà, le manga prend cette direction-là. Hop, plot twist. Et puis hop, non, c'était pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Mais en fait, c'est lié. L'auteur te dit aussi des phrases texto. Voilà. T'as des dialogues, ou une narration, t'as une planche, un personnage qui vient faire une révélation, et parfois ça passe inaperçu. Et tu continues à lire, tu remontes en arrière, enfin, on te montre un flashback de ce qui s'est dit, et tu te dis, mais oui, mais en fait, on l'a dit, mais pourquoi j'ai pas réfléchi plus tôt? En fait, c'est un truc de fou. Tous les indices qui laissaient paraître qu'en fait, si tu faisais très attention, t'aurais pu toi-même deviner l'intrigue. Mais t'as pas réussi. Et en fait, c'est ça qui est beau. Et c'est vraiment, de tous les mangas que j'ai lus, c'est celui qui a le scénario le plus puissant pour moi. C'est celui qui est le plus puissant, qui m'a fait vivre le plus de sensations, qui m'a le plus fasciné et que j'ai le plus dévoré. Voilà. Et dans les autres mangas, il n'y a pas tout ça. C'est rare en tout cas. J'ai vécu un petit peu ça récemment avec Chainsaw Man, comme je vous en avais parlé dans une vidéo, mais j'ai pas vécu ça depuis vraiment super longtemps.
Donc voilà, c'est ce point du scénario, en particulier ce que le scénario nous fait ressentir, ça pour moi c'est un point positif. Le deuxième, le développement psychologique des personnages. Ça pour moi c'est un truc aussi que j'adore dans les mangas. Tu peux me donner un personnage avec un chara-design super stylé, super balèze, avec des techniques, un beau katana pour les trucs un peu plus fantasy. Mais l'évolution psychologique du personnage, en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse, de ses aventures, de ses rencontres, tout ce qui va contribuer à faire ce qu'il est en fait, ça c'est un truc que j'adore et que particulièrement dans l'Attaque des Titans on ressent. Je vais rester vague en parlant des premiers tomes, des premiers épisodes pour ceux qui préfèrent voir l'animé. Le personnage de Eren, on le voit évoluer au fur et à mesure des tomes. Mikasa aussi. Et Armin, bah tous en fait. Tous. Mais on va parler d'Eren par exemple. Sa détermination, qui est de plus en plus affûtée, qui est de plus en plus dans le sacrifice de soi-même au service des autres, mais qui va devenir, à un moment, le sacrifice des autres au profit de soi-même. Ça, c'est fort. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là? C'est là qu'est toute la psychologie du mangaka Hajime Isayama. Et ça, c'est beau. Pareil pour le personnage de Mikasa, ses sentiments qui évoluent pour Eren, qui ne comprend rien. Mais elle ne peut pas s'empêcher d'aimer Eren. Tout ce qu'elle fait pour Eren, tout ce qu'elle va se démener pour lui, on va le voir, et ça va de plus en plus loin. Armin, pareil, il essaie de sauver son ami l'a protégé, il a l'impression de lui être redevable. Mais à un moment, c'est Eren qui va devoir être redevable à Armin. Et ce moment, Armin va gagner en maturité, va gagner en charisme. Voilà, tous ceux qui ont lu le manga voient précisément de quel moment je parle, je pense. Mais je trouve que c'est un truc qui est très important, le développement des personnages. Voilà. Cette vidéo va être longue si je parle autant pour chaque manga, mais c'est le but. Voilà, c'est le but, on est là pour débattre, on est là pour faire le challenge sérieusement. Deuxième point positif, développement des personnages. Troisième point maintenant. Troisième point, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Le cadre spatio-temporel. Pour moi, je compte pas ça dans le scénario. Pour moi, c'est un truc à part entière, c'est important. Le cadre spatio-temporel, voilà, ça se passe, je pense, dans un monde au 18e, 19e siècle. En tout cas, à l'époque d'Eren. Hein. Ouais, fin 18e, début 19e siècle. Non, qu'est-ce que je dis? C'est l'inverse. 19e, 20e siècle. Voilà, fin 19e, début 20e siècle. Ça se passe à peu près dans ces eaux-là, je pense. Et enfin, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien quand ça se passe comme ça dans un passé plus ou moins lointain. C'est assez récent pour nous, en soi. C'est moyenâgeux. Ça, c'est bien aussi. Et ça se passe dans une sorte d'Allemagne, je pense. Enfin, les noms des personnages, c'est typiquement allemand. Les Mars, c'est allemand. Voilà. Moi, je revois un petit peu une mood, avant la saison 4 en tout cas, je revois une mood un peu pré-guerre mondiale. Même si, évidemment, les ennuis ont commencé il y a 2000 ans. Voilà. Et au lieu de Jésus-Christ, c'est la naissance des Titans. Voilà. Enfin, c'était il y a 1000 ans, pas 2000 ans. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour moi, le cadre spatio-temporel, ça c'est une force aussi, parce que le manga L'Attaque des Titans, tu le fais qui se passe en 2040, dans un Tokyo futuriste, qu'au lieu d'avoir des équipements tridimensionnels, ils ont des flingues. Qu'au lieu d'avoir des chevaux, ils ont directement des chars, des avions. Bah, ça aurait pas été pareil. Qu'au lieu d'affronter des titans qui sont entre 3 mètres et 20 mètres de haut, peut-être pour l'un des plus grands. Je parle pas du colossal du premier épisode, qui lui fait 60 mètres, mais c'est une exception. Bah, vous imaginez ça, mais genre avec des kaiju, genre, je sais pas, ou des Godzilla, je sais pas, tous les titans font 60 mètres de haut. Enfin, ce serait pas pareil. Je pense que ce serait pas pareil. Donc c'est pour ça que je pense que choisir un univers moyenâgeux comme ça, dans la période temps moderne, en Allemagne, pas au Japon, ça change un peu. Et je trouve ça très intéressant. Et pour moi, c'est ça, l'un des points positifs de l'œuvre aussi, le cadre spatio-temporel.
Maintenant, dans les points négatifs. Et ça, c'est vachement cruel que je sois tombé sur l'Attaque des Titans, parce que les points négatifs, c'est... J'ai jamais réussi à lui en trouver. C'est vraiment l'un des seuls mangas pour lesquels je n'arrive pas à donner des points négatifs. Et qu'il va vraiment falloir que je chipote pour les trouver. Le rythme de parution du manga, j'ai pas trop envie de le compter comme point négatif. C'était un chapitre de 40 pages tous les mois. C'était long. Fallait encore que ça arrive en France, enfin, que les tomes sortent en tomes reliés au Japon, et puis que ça traduit chez nous. C'est pas un manga qui est facile à traduire du tout, hein, vraiment. C'est dur à traduire déjà avec les noms des personnages dans un premier temps, mais toutes les subtilités de la langue qu'il y a derrière, pour qu'on garder l'identité, pour qu'on puisse comprendre l'histoire. Voilà, tout ce travail, en fait, c'est la pré-publication, je pense. Pour moi, c'est un point négatif. Est-ce que je peux le compter comme tel? Les dessins, peut-être. Les dessins... Enfin, moi, Masterclass, c'est point positif, mais on va dire que dans les tout premiers tomes, allez, maximum les 10 premiers tomes, Isayama avait un trait beaucoup moins professionnel que celui du tome 34, le tout dernier, par exemple. Il le dit lui-même, mais voilà, c'est 10 ans qu'il a écrit et dessiné l'Attaque des Titans tout seul pendant 10 ans. Donc, bon, il a des assistants, je dis pas, mais globalement, son style a évolué avec le temps. Mais voilà, je suis pas fan de son premier style. Est-ce que je peux le compter comme deuxième défaut? Peut-être. Troisième défaut, enfin, point négatif. On va pas parler de l'édition Pika Édition, pour moi qu'elle est très belle. C'est dur. Bah la fin, en fait. Moi perso, j'ai bien aimé la fin. Mais il a fait 2 fins, Hajime Isayama. De base, il avait un nombre de pages fixe. C'était 40 pages dans son magazine de publication, le Besatsu Shonen Magazine. Donc il a dû freiner son œuvre. Et quand le tome est sorti au Japon, il a refait une deuxième fin, avec 8 pages supplémentaires. Et en fait, j'ai pas tout compris. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, une boucle, une fin ouverte. C'est exactement ça. Et je déteste les fins ouvertes. Je déteste, ça me frustre. Voilà, pour moi, c'est un point négatif. La fin de l'Attaque des Titans, c'est une fin ouverte. J'en dis pas plus. Mais pour moi, c'est un défaut. Moi, j'aime bien les fins fermées, où on a toutes les énigmes qui sont résolues. La situation finale. Pourquoi pas avoir le futur des personnages. Voilà. Donc pour moi, c'est un défaut. Et donc on en a fini pour l'Attaque des Titans. C'était dur, c'était colossal, si je puis dire. Et donc maintenant, on va tourner la roue et on va passer au deuxième manga. Captain Tsubasa, ah ben voilà, c'est très curieux parce que vous savez que j'ai une chaîne YouTube principale, ma première chaîne YouTube qui a 2400 abonnés à peu près, qui est consacrée à Captain Tsubasa. Et j'achète beaucoup des mangas au Japon, mes Captain Tsubasa Magazine, les tomes de Captain Tsubasa, j'ai l'intégrale, les tomes plus édités, j'ai tout. Et vraiment, je vous jure, c'est pas truqué, genre vraiment tomber sur l'Attaque des Titans et Captain Tsubasa, je m'y attendais pas, genre... Je suis contente de pouvoir vous en parler. Voilà. Captain Tsubasa, tome 1. Je vous prends juste la couverture. Alors déjà, il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dessus. Des points positifs, il y en a beaucoup. Des points négatifs, il y en a beaucoup aussi. Voilà. Même que c'est mon œuvre préférée. Donc, je vais mettre le tome ici. Hop. Alors... C'est un manga sur le football déjà, je vais vous résumer un peu parce qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas. Voilà. C'est un manga de football, voilà. C'est un garçon qui vient d'emménager à Shizuoka et il doit s'inscrire dans la meilleure école du pays, enfin de la préfecture, et même du pays. C'est la Shutetsu, pardon. Et en fait, il va faire la connaissance du gardien de Shutetsu par hasard, qui est super balèze, très égoïste,
Et il va se dire, ouais non, en fait, finalement, je vais peut-être rejoindre la deuxième école, la Nankatsu, qui est très nulle. C'est une équipe de chèvres, vraiment, ils sont vraiment nuls. Mais j'ai envie de rejoindre la Nankatsu pour pouvoir affronter ce gardien en championnat officiel. Très intéressant. C'est pas un héros qui débarque directement dans la meilleure équipe. Alors c'est un classique du shonen, on démarre en bas de l'échelle. Mais sauf que déjà, ce Tsubasa, c'est déjà un prodige en fait. À lui tout seul, il va représenter 11 joueurs. Hein. À lui tout seul, il va faire l'équipe. Hein. Ah non, mais les 10 autres chèvres, là, peuvent rester sur le bord. Tsubasa est seul contre 11, tranquille. Hein. Voilà. Donc ça, c'est cheaté. Et c'est beau. Et vraiment, donc dans les points positifs, bah déjà, on va commencer. L'œuvre est très longue. Certains pourraient dire que c'est négatif, mais moi je dis que c'est positif. On a de tout. Championnat primaire, championnat collège, parcours professionnel à l'étranger, équipe nationale, un autre transfert professionnel à l'étranger dans un meilleur club, un retour au pays, tu te mesures aux autres de ton pays, tu te mesures à tes potes, tu vois comment est-ce que le football japonais a évolué. Puis là maintenant c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est assez varié, je pense, en termes de compétition. Maintenant, on s'attendait à beaucoup plus. Voilà, c'est sûr. Les fans de Captain Tsubasa, vous voyez très très bien de quoi je parle. Mais voilà, pour moi, la longévité de l'œuvre, ça fait 40 ans quand même que ça existe, Captain Tsubasa. 40 ans, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc le manga est toujours à la mode au Japon. Et c'est ça qui fait la longévité de l'œuvre. Pour moi, c'est un point positif. Alors... un deuxième point positif. Lequel le plus pertinent que je pourrais vous parler? Encore une fois, l'évolution des personnages. Le football de Tsubasa va influencer ses potes chèvres. Et ils vont se surpasser pour avoir envie de surpasser Tsubasa. Quand il va faire des compétitions, il va rencontrer plein d'adversaires super forts. Aussi forts que lui, certains même plus forts que lui. En termes de technique, de puissance, de vitesse, d'analyse du jeu, la stratégie, quoi. Et à chacune de ces victoires, ses adversaires vont s'entraîner encore plus dur pour pouvoir surpasser Tsubasa. Et même à un moment, ça va aller plus loin. Ils veulent se surpasser pour battre Tsubasa, ou simplement pour pouvoir jouer avec lui en équipe nationale, en fait. Et je trouve ça bien, encore une fois, c'est l'évolution des personnages. Et alors, il y a des personnages qui ont des personnalités très différentes aussi, c'est ce qui fait. On va dire que les personnages, pour moi, c'est un point positif. Développement, caractéristiques, etc. Le chara-design est très sympa. Alors, il faut dire, les dessins, années 80, voilà, ça a commencé dans les années 80, donc c'est assez vieillot. Ça a très bien vieilli, je trouve. Et ça s'est modernisé. Voilà. Mais il y a des personnages attachants, il y a des personnages timides, impulsifs, en manque de confiance en eux, en excès de confiance en eux, qui ont du prestige, de l'orgueil, des génies qui n'ont pas besoin de s'entraîner beaucoup mais qui sont super forts, des gars qui vont s'acharner à l'entraînement pour devenir plus forts, des gardiens tous plus what the fuck que les autres. Il y a un gardien, il est karatéka à la base. Un karatéka reconverti en footballeur. Il te fait des arrêts karaté avec des techniques de karaté, des kicks, des chutons. C'est beau. Voilà, moi je trouve que c'est très original. Ça reste... Bon, même si par moments ça part très très loin, il y a un moment, il y a des scènes acrobatiques, tu te demandes comment c'est possible, mais globalement, ça reste les pieds sur terre. Un peu comme Blue Lock, ça reste les pieds sur terre. C'est pas comme Inazuma Eleven avec des techniques... J'adore Inazuma Eleven, je ne critique pas. Mais c'est des techniques de feu, de glace, donc c'est fantasy. Alors ici, même si c'est... Il y a des techniques, oui, c'est très fantaisie, on va pas se mentir. C'est très métaphorique. Par exemple, le tir du tigre d'un des personnages, Yuga Kojiro, on nous montre un tigre dans le dessin, mais on ne le voit pas sur le terrain. C'est une image. C'est-à-dire que le ballon rugit comme un tigre à sa friction contre le vent. Yuga, c'est un tigre, il est affamé de victoire, affamé de but, il a la rage de vaincre. Donc on dit que son tir, c'est un peu la métaphore de sa volonté, en fait, qui va briser celle des autres. Voilà.
Pour moi, ça c'est le deuxième point positif. Le troisième point positif de Captain Tsubasa... Ah, c'est compliqué. Ok les amis, j'ai quand même fait un cut, parce que ma réflexion a été très très longue. Genre 5 grosses minutes. Je voulais pas vous laisser un blanc de 5 minutes, donc je suis désolé, j'ai dû faire un cut. Mais j'ai peut-être bien trouvé le troisième point positif. Et ça a été compliqué, et je vais le chercher loin. Mais vraiment, pour vous dire, moi Captain Tsubasa, c'est un manga qui m'a vraiment bercé. Enfin, j'ai découvert à la base avec l'animé, Olive et Tom, qui passait sur Club Dorothée. Enfin, j'ai pas connu Club Dorothée, mais voilà, bref, j'ai connu parce que mon père m'en avait parlé quand j'avais 5-6 ans, et j'ai regardé, et j'avais adoré. Et donc j'ai commencé le football grâce à ça, un peu avec cette mentalité-là, j'avais bien adoré. Mais ce que j'aime bien dans Captain Tsubasa, en fait, c'est que quand on l'a découvert tôt, on grandit avec lui. Ses ambitions grandissent aussi. Et en fait, ce que je vois, c'est quand on regarde Captain Tsubasa dans son ensemble, donc on le voit enfant, primaire. Maintenant, dans le manga à l'heure actuelle, je crois qu'il a... Ouais, il a 21 ans. Il s'est marié. Oui, non, il n'a pas 21 ans, il s'est marié avec Sanae, il a eu un enfant et tout, je crois. Donc ouais, non, il a quand même plus que 20 ans. Bref, mais on a grandi avec lui, en fait. Et chaque fois, ses ambitions sont plus grandes. Donc au départ, il dit, ouais, le football m'amuse. J'adore le football. Le ballon est mon ami, le terrain est mon ami. Je peux compter et faire confiance sur mes coéquipiers, ils seront toujours là pour moi et je serai toujours là pour eux. Le respect est très important. Et cette mentalité-là ne change pas. Son cœur d'enfant ne change pas. Même à 22 ans. Même avec un palmarès monstrueux. Il ne change pas. Il reste l'enfant qu'il était en lui. Et je trouve ça beau. Et on va faire un parallèle un peu avec la vie réelle. Voilà, au début, il commençait, il était en primaire, il était attaquant. Il adorait marquer des buts. Et au final, on lui a recommandé, son coach lui a recommandé d'être milieu de terrain. Parce que Tsubasa a une vision du jeu très large, qui surpasse un peu celle de la moyenne. Ça lui permettra aussi de marquer beaucoup de buts. Et un peu, c'est une reconversion. Un peu comme quand on est enfant, qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, et puis au final, on se dit « Ah oui, non, finalement, je ferais peut-être bien ça. Mais pour arriver à ça après, peut-être. » Et c'est cette capacité d'adaptation qu'il a déjà notamment entre le primaire et le collège, mais qu'il a aussi quand il part faire son parcours à l'étranger, au Brésil, qu'il y a le championnat Junior News là, de moins de 16 ans, des grandes ambitions, plein d'argent par le futur, mais le fait de toujours te rappeler d'où tu viens, ça c'est important je pense. Et on le voit grandir justement, on le voit, il fait des nouvelles rencontres, il change ses adversaires aussi. Il a des adversaires très imbus de leur personne, très orgueilleux, issus de milieux différents, des milieux plus favorables, des milieux beaucoup plus défavorables. Les gens ils viennent des favelas du Brésil. Non, ça c'est au Mexique, des favolas, non, je sais plus. Enfin, bref, ils viennent dans les quartiers très très pauvres, dans les quartiers très très pauvres du Brésil. Et dans les bidonvilles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et qu'en fait, il va leur tendre la main. En fait, il va jouer son meilleur football, même s'il est conscient qu'en battant son adversaire, voilà, peut-être qu'il va le mettre en dépression, parce que le gars, il a tout son ego dans le football, il dit je pourrais mourir pour le football que j'aime, c'est le football qui m'a donné un toit, c'est le football qui m'a donné de l'argent, c'est le football qui me fait me lever le matin chaque jour, je le vois comme un travail, donc je ne peux pas faillir, je ne peux pas perdre, sinon je vais perdre tout ça, tout ce que j'ai construit, tous mes efforts. Et t'as Tsubasa qui est là, ouais, moi je m'amuse, le ballon c'est mon ami, voilà, je suis riche, je suis d'un milieu aisé, j'ai grandi avec des amis, une famille très aimante, des chaussures de luxe, des ballons de luxe, j'ai été dans les meilleurs clubs de football, et en fait on voit qu'il reste fidèle à lui-même, et je pense que ça c'est un point fort de Captain Tsubasa, je trouve, c'est que le cœur, ce qu'il est, sa nature,
et la pureté, l'innocence de son football ne change jamais à travers ces époques. Voilà. Pour moi, ça c'est une belle qualité. Ce n'est pas en constante évolution. Par exemple, j'adore Blue Lock, mais c'est total opposé, où son football évolue sans cesse au départ, voilà, un pour tous, tous pour un, et puis en fait non, maintenant chacun pour sa gueule, mais au final il décompose toujours son jeu pour en refaire un autre, et au final il veut devenir le meilleur attaquant, mais au final il est MO et il se débrouille très bien, mais il veut toujours être attaquant. Enfin vous voyez, c'est tout le temps du changement, de l'adaptation, du changement, et alors que Tsubasa reste lui-même, il ne change pas. Et ça, j'aime beaucoup. Maintenant, les points négatifs, là, ça va être beaucoup moins long. Ça va être beaucoup plus simple, les points négatifs. J'adore le style de dessin, mais les proportions des jambes, un peu moins. On va dire que sur un corps humain, oui, les jambes, c'est ce qu'il y a de plus long. Mais c'est pas 2 fois la taille non plus. C'est pas 2 fois la taille. Non, mais vraiment, je vous montre, je vais essayer de voir si au montage, je peux vous mettre quelques planches, mais les jambes, c'est beaucoup trop long, en fait. Ça fait partie du style de l'auteur, c'est pour nous montrer, nous faire part d'une puissance, d'une vitesse, d'une élasticité, d'un mouvement dynamique, un arc, je sais pas. C'est purement abstrait, bien sûr, c'est pas une représentation physique. Mais non seulement t'as des jambes super longues, mais parfois t'as des jambes qui font des arcs de cercle. T'as des jambes qui font ça. Voilà, ça nous sort un peu du réalisme, je trouve. Et ça, j'aime pas trop. C'est mon avis. Deuxième point positif, le scénario. Parce que comme je l'ai dit, certes, les personnages sont très puissants, ils ont tous des très, très bons développements, vraiment, je suis très attachée à chacun des personnages, mais le scénario, par contre, ce n'est pas un spoil de vous le dire, mais sur plus d'une centaine de tomes, Tsubasa ne perd jamais. Il perd une fois, je vous dis pas quand, mais il ne perd jamais, au grand jamais. Donc ça veut dire que peu importe la puissance de l'équipe en face, que l'équipe adverse gagne 4-0, tu sais que le Japon ou Tsubasa vont mettre 5 buts et qu'ils vont gagner. Il n'y a pas de suspense. Tu sais qu'il y a un mal, tu sais qu'ils vont gagner. Et c'est ça le problème, parce que là on est dans Rising Sun, on doit attendre 3 mois pour 3 chapitres. C'est pas 1 mois pour un chapitre, c'est 3 mois pour 3 chapitres. On en a 3 d'un coup, mais c'est tous les 3 mois. Dans les Captain Tsubasa Magazine, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on nous fait tergiverser pendant 5 tomes pour un match, alors que on sait ce qui va se passer. Alors, si tu veux vraiment que Tsubasa gagne, ok, mais rends les matchs plus passionnants. Il y a plein de buts. Ce défaut, enfin, ce que je vais dire là, contribue au défaut du scénario. Le nombre de buts. Sérieux, ça commençait avec des 4-2, des 4-3, des 5-3, des 2-1, parfois des matchs nuls. Mais quand on arrive dans l'avant-dernier match de Rising Sun à 7-5, c'est lourd. C'est lourd. Alors les buts sont tous magnifiques, on est en mode ouais, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est les arrêts de jeu. Les gens, en 15 secondes, ils te mettent 2 buts. Voilà. Et je rejoins toujours, je complète ce point négatif, quand on te dit, on est dans les arrêts de jeu, il ne reste que 4 minutes de jeu à jouer. 3 tomes plus tard, on est toujours dans les arrêts de jeu. Et c'est dommage. C'est dommage de ne pas réussir à gérer la temporalité de l'œuvre, on va dire. Et les matchs aussi qui sont beaucoup trop longs. Et ça, c'est le 3e point négatif pour moi. Le 3e point négatif pour moi, c'est les matchs qui sont beaucoup trop longs. Et j'avais vu justement la vidéo d'un ami youtubeur, le coin de Tsubasa, Radunga bien sûr, dédicace à toi si tu passes sur cette vidéo. Eh bien, l'un des points négatifs pour moi de Tsubasa, c'est la longueur des matchs. Alors il y en a qui sont très palpitants, il se passe beaucoup de choses. Il y a vraiment du suspense, il y a vraiment de la tension, et le score est correct. Mais quand j'ai vu sa vidéo, là où il a montré le match le plus long de tout le manga, quoi, on était sur combien? J'ai oublié, 1500 pages? 1500? Un truc comme ça? Donc 1500 pages, un tome c'est 200 pages, faites le compte. Ouais. Et on attend des années pour qu'un match se termine.
des années d'édition. On est resté combien de temps, mon gars, sur le match Japon-Allemagne, Rising Sun? 2-3 ans, c'est ça? 4 ans même, je sais plus. Mais c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et voilà, pour moi, ça c'est le troisième point négatif de Captain Tsubasa. Mais je vous recommande vraiment de découvrir ce manga. C'est un manga de football qui va différencier des autres. Voilà, en ce moment, on est très tendance avec Awashi, Blue Lock et peut-être d'autres qui sortent que je ne regarde pas. Mais Tsubasa est le père fondateur de tout ça. Et d'ailleurs, Blue Lock fait des références à Captain Tsubasa dedans et des petites punchlines. Voilà, comme ça. Donc lisez Captain Tsubasa, je vous le recommande. On va maintenant passer au troisième manga, les amis, de ce Tada Challenge. Merci à tous ceux qui sont encore là, la vidéo va être longue. Mais voilà, on n'est pas là pour faire ça en 10 minutes, on est là pour faire les choses correctement. J.K. Haru, Sex Worker in Another World. Et bien là, pour le coup, je suis content de tomber dessus, parce que c'est un manga qui, pour le moment, est très court, est en cours de parution. Et voilà, je vous le montre, la couverture, pour moi, je l'adore. Et je vais vous montrer le hobby. Enfin, je vais vous l'enlever, plutôt. Voilà. Comme ça, on voit l'uniforme en entier. Et donc, je ne vais peut-être pas vous faire de résumé, enfin, si, je vais vous résumer dans les grandes lignes pour que vous sachiez de quoi je parle. Je vais vous mettre le tome ici, tiens. Hop. Voilà. Comme ça, c'est joli. Je vous mettrai des images d'illustration. J.K. Haru, Sex in Another World. De quoi ça parle? Alors, c'est un manga, on va pas aller plus loin. C'est un isekai avec de la prostitution. Et c'est très original. Et on n'est pas dans le hentai. Et je pense même pas qu'on est dans le ecchi. Parce qu'on ne voit pas de tétons. C'est très suggestif. Et ça change. Alors moi j'adore le fanservice, j'adore le ecchi, j'adore même le hentai. Mais je suis toujours en quête de nouveautés. Et cette œuvre était rafraîchissante. Voilà. Donc c'est une fille, c'est un style un peu Gyaru, voilà, c'est la meuf populaire du lycée, un peu péteuse, un peu chieuse, qui va se faire renverser par un camion et qui va se réincarner dans un monde plutôt moyenâgeux, où les hommes sont des aventuriers et les femmes des prostituées. C'est le monde qui est régi comme ça, voilà. Une femme qui n'a pas de travail, qui n'est pas aventurière, elle est prostituée. Direct. Elle n'a pas d'autre choix. Donc c'est très misogyne, oui, voilà, mais c'est une œuvre de fiction. Voilà. Alors, 3 points positifs de l'œuvre. Bah déjà, sa thématique. Sa thématique qui traite vraiment la prostitution d'une manière... c'est pas choquant non plus. Ce n'est pas un manga qui va dénoncer la prostitution en mode regardez comme c'est sale, regardez comme c'est malsain, barbare, dans le dégoût. Alors oui, bien sûr, il y a des moments où les clients dégénèrent, si je puis dire, mais on n'est pas du tout dans la dégradation de la femme, étonnamment, vu que le thème, mais on n'est vraiment pas dans la dégradation de la femme, et limite, la fille qui s'appelle Haru, du coup, elle va aimer ce boulot presque. En fait, enfin, elle va se faire raison, elle va dire ok, voilà, c'est ma nouvelle vie, j'ai aucun moyen de retourner dans mon monde, voilà, je dois vivre ici, et c'est mon boulot, et je vais le faire. Parce que voilà, je contribue à l'économie, il me faut de l'argent pour vivre, voilà, et puis je vais faire mon boulot. Et voilà, c'est simplement, bah, je trouve que c'est bien. Et l'intrigue, il y en a quand même une, hein. Il y a un personnage assez mystérieux, qui semble plus ou moins la connaître, on ne sait pas trop d'où il vient, voilà, je vous en dis pas plus. Donc il y a quand même un plot twist autour de ça. Malheureusement, l'édition est assez lente, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes pour le moment en français. Au Japon, ils sont à 6 ou 7, je pense, ou pas beaucoup plus loin, donc c'est assez lent. C'est pas un point négatif pour le moment. Donc voilà, mais vraiment ce que je dis, c'est parler d'un sujet assez délicat, d'une manière assez diplomate, rafraîchissante, originale, et on n'est pas dans la dégradation, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans la pornographie, et on n'est pas 100% dans le viol, non plus. Voilà, et c'est pas malaisant, vraiment, ça se lit comme on lit un isekai en fait.
Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas encore d'animé. Et je suis vraiment content d'être tombé là-dessus parce que c'est trop peu connu. Et voilà, je voudrais vraiment vous partager ça. Deuxième point positif pour cette œuvre, éventuellement. Bah, au niveau du scénario, par exemple, il y a une intrigue et il y a des moments où on a des flashbacks. On en apprend un petit peu plus sur la vie de Halu quand elle était encore dans notre monde, au lycée. Et j'ai trouvé que c'est un personnage qui n'est pas cliché, en fait. Haru n'est pas la cliché... c'est certes la fille populaire un peu du lycée, un peu qui chie un peu dédaigneuse, mais on n'est pas dans le cliché. Voilà. Vraiment, c'est ça que je trouve qui est important. C'est pas non plus la fille au gros seins. Non. Ces seins sont raisonnables. Je dirais même que par rapport à d'autres waifus, à d'autres mangas isekai du même genre, par exemple, ces seins sont même petits. Et ça rejoint plus ou moins la première partie, c'est que c'est pas parce que t'as de gros seins que t'es une pute, que t'es plus attirante. Non, ici, voilà, c'est une lycéenne un peu pompeuse, à petite poitrine, mais qui est quand même très très belle, qui sait se mettre en avant. Et on découvre un petit peu son histoire au fur et à mesure. On voit son évolution, et je crois, limite, il y a même un peu de shonen, c'est genre aller dans un bar avec plusieurs prostituées, du coup. Et elle va dire, je vais devenir la prostituée numéro 1 pour pouvoir... pour me sortir de tout ça, en fait. Je vais devenir la meilleure prostituée. Elle le prend bien, franchement, elle le vit bien, sa vie. Hein. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, il y a de l'humour, un peu. Et c'est ça que j'ai trouvé, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce manga, et j'attends que la suite soit éditée avec impatience. Clairement. Troisième point positif. Mon Dieu, c'est dur ce challenge. Parce qu'en plus là, il y a tellement peu de tomes, on n'en a pas encore assez vu. Donc trouver des points positifs et négatifs, ça suffit pas en fait, pas totalement. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je vais peut-être le feuilleter, ça va peut-être m'inspirer. Parce que ça fait un moment que j'ai lu ça quand même. Hein. Je sais pas, différents types de garçons peut-être. Enfin, ouais. La diversité des personnages, en fait. Il y a une métaphore un peu autour de l'homme qui normalement dans ce genre de thème à première vue, si on n'approfondissait pas, on pourrait considérer l'homme comme un monstre, comme un prédateur sexuel. Et ce n'est pas le cas. Il y a de tout. Alors oui, il y a des monstres prédateurs sexuels, mais ok, heureux les amis, désolé, il y a une coupure, ma caméra s'est coupée, simplement. C'est plus de batterie ou plus de mémoire, enfin je sais pas ce que c'était. Donc j'ai regardé où est-ce que c'en était, j'étais en train de parler justement du troisième point positif. Donc pour moi, la diversité des personnages, je disais. La diversité des personnages, pour moi, c'est un truc qui est important, et ça va rejoindre un petit peu les deux autres points positifs, mais je vais quand même en faire une part, en fait. Donc rassurez-vous, on n'a rien manqué. J'ai juste remis de l'ordre dans mes idées entre les deux cuts. Je disais juste qu'en fait, dans cette œuvre, ce qui est cool, c'est qu'à la fois, on ne dégrade pas la femme, et on ne l'hypersexualise pas non plus. Et au niveau des personnages, par exemple, on ne fait pas passer non plus l'homme pour un monstre. Faut pas oublier que la prostitution, c'est un service. Donc ça se paye. Et il y a différents types d'hommes. Alors bien sûr, il y a des monstres qui vont lui faire du mal, un peu égoïstes, ce genre de choses. Mais il y a par exemple un homme qui y va pour se faire du bien, mais qui va quand même veiller à ce que Haru prenne son pied aussi, qu'elle aussi elle kiffe. À l'inverse, il y aura des gars pas très sûrs d'eux, voilà, ils veulent y aller, mais ils savent pas trop comment s'y prendre, ils sont puceaux, et elle va être bienveillante avec eux. Voilà, elle reste humaine. Alors certes, c'était une fille un peu dédaigneuse au lycée, mais on voit qu'elle prend son travail très à cœur. Et limite que ça lui plaît. Et elle va se montrer très présente avec eux.
Et puis t'as un gars aussi, voilà, il va faire son affaire très rapidement, de manière très précoce, et elle va pas kiffer. Et lui, il va être en mode « Ah, je t'ai fait kiffer, ah, franchement, je suis meilleur, franchement, je suis ton meilleur coup et tout. » Vraiment, je trouve que ça reflète un peu tous ces garçons-là, dans ces isekai. Tous les garçons, tous les hommes qu'on voit dedans, reflètent un peu notre société actuelle, et même en soi dans les femmes. Alors, on n'a pas encore rencontré d'autres courtisanes, mais est-ce qu'on va en découvrir d'autres, peut-être, par la suite? J'espère. Mais en tout cas, dans le cas de Haru, elle reste humaine, et on est dans une isekai où, je précise, les gens sont humains. C'est un moyenâgeux, mais c'est humain. C'est pas des orques, des loups-garous, tout ça, non. Et c'est ça que je trouve très intéressant aussi, en fait. Et de voir qu'en fait, on est à la fois... Il y a vraiment un juste milieu entre ne pas dégrader la femme, la respecter et la considérer comme un travail, et aussi ne pas l'hypersexualiser. Et d'un autre côté, ne pas faire passer l'homme pour un monstre. Et rappeler que les deux sont humains, en fait. Et que le travail des hommes dans ce monde-là, c'est les aventuriers qui tuent les créatures et tout ça, par exemple. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai plus lu. Mais je crois que c'est ça. Et voilà. Et je pense que ça, au final, ça les rapproche. Et c'est un peu une vision... C'est un autre, on pose un autre regard sur notre monde actuel. Et je trouve ça beau. Et pour moi, c'est un point positif de cette œuvre. Bien, maintenant, on va passer sur les points négatifs. Alors, sur les points négatifs, simplement, c'est très personnel. Et ça va peut-être contredire un petit peu un point positif que j'ai dit. Autant, il y a des mangas où on peut ne pas te montrer tout le temps des paires de seins, ou des situations érotiques, embarrassantes, des tétons. Quand je précise les seins, c'est les tétons surtout. Mais dans un manga qui parle de prostitution, je pense que ça aurait eu sa place. Voilà. Réduire le fanservice dans un school life où par hasard il y a un gars, il rentre dans le vestiaire, dans une pièce et il voit une fille à poil dedans, enfin ça, j'aime bien, je vais pas m'en plaindre, mais là on pourrait les éviter. Alors que là, je pense qu'il aurait fallu, ça aurait donné une dose peut-être plus réaliste encore, on aurait peut-être mieux pu faire le parallèle avec notre monde. On aurait peut-être pu encore plus s'accrocher à Haru, même si elle est déjà assez attachante comme elle est. Et pour ceux qui abusent, enfin pour les rares hommes qui se comporteraient un peu mal avec elle, je trouve que y rajouter des tétons et les voir peut-être en faire quelque chose, ça aurait eu un impact un peu plus... Oula, oui, là il se passe un truc. Voilà, pour moi, là, le fanservice, on pourrait l'appeler, la nudité du moins, aurait eu une importance. Alors on serait peut-être tombé dans du hentai à ce moment-là et ça aurait pas été tout public. Mais non, parce qu'il y a des hentai, enfin du moment qu'on voit pas les parties génitales, tout va bien, normalement. Sinon on est dans le ecchi. Et là on est quand même dans du ecchi, parce que même si on ne voit pas les tétons ni rien, ça reste du suggestif, et je pense que c'est pas à mettre dans toutes les mains non plus. Voilà, donc pour moi, c'est un point négatif. Il aurait fallu du téton. Et je vais rester dans ce point négatif-là pour apporter un autre argument. Les dessins. J'adore le chara-design, c'est simple, c'est original, mais les décors, par contre. Les décors sont vides. Alors, on ne connaît pas du tout la méthode de travail, le mode de vie du mangaka ou de la mangaka. Comment il s'appelle? C'est fait par Ko Hiratori. Bon, je suppose que c'est un homme, il y a beaucoup d'hommes. Dans le cas où ce serait fait par une femme, je m'en excuse, mais voilà, dans ce cas-là, on ne connaît pas son mode de vie, on ne connaît pas son talent, on ne connaît pas son parcours professionnel, on ne connaît pas ses délais, c'est qui l'édite, quelles sont les exigences éditoriales, mais voilà, pour moi, les décors sont fades, il en manque, il y a des cases qui sont au fond blanc, il y a des cases où ça a un mur, blanc du coup avec une fenêtre, mais voilà, en gros, c'est pas très travaillé, ça manque de profondeur dans les cases. Voilà, pour moi, ça c'est un défaut, mais c'est pas grave, voilà, c'est juste mon avis. Oui, est-ce que ça pourrait pas être un deuxième point négatif à lui tout seul, en fait, parce que la nudité, ça n'a rien à voir avec le style de dessin. Oui, je pense que je vais le dissocier. Donc il y a la nudité, et il y a les décors vides, plats. Le troisième, je ne vais pas compter le rythme de parution qui est extrêmement lent,
Mais ce serait plutôt... j'ai bien peur que ça tourne en rond, au point de vue du scénario. Voilà. J'ai bien peur que, en fait, ce soit... flashback. On en apprend plus. Qu'on ne développe pas assez les personnages masculins parce qu'en fait, ils sont pas importants, ils sont juste là pour qu'on ait peut-être un peu de peine pour Haru, qui se dit putain, la meuf a été lycéenne, et au final, maintenant, elle finit prostituée dans un bordel dans le Moyen-Âge. Non, voilà. Mais ça manque d'un vrai fond, ça manque d'une vraie intrigue, vraiment, qui pourrait encore plus faire kiffer le manga, que j'ai déjà kiffé, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ça? Bah, de véritables enjeux. Genre, ouais, elle se dit, ouais, je vais devenir la meilleure prostituée de la boîte pour pouvoir me libérer de tout ça, me démarquer. Mais, certes, et si elle y arrive? Après quoi? Tu es dans un monde où c'est comme ça. Les hommes sont aventuriers, les femmes sont prostituées. C'est comme ça. Tu peux rien y faire. Tu vas partir quoi? La femme veut devenir aventurière? Oui, mais alors à ce moment-là, on n'est plus dans J.K. Haru, Sex Worker in Another World. Donc j'ai peur que ça tourne en rond. Que, en fait, les tomes, ce soit flashback, prostitution, un nouveau personnage, on passe au tome suivant, prostitution, plus érotique, ou malsaine, ou positive, une bonne expérience. Puis la situation, on voit le classement par rapport aux autres prostituées, où est-ce qu'elle en est. Puis une autre séquence flashback. Et voilà, j'ai pas envie que ça tourne en rond. Voilà, donc, là, il y a déjà 3 ou 4 tomes qui sont sortis. J'espère que le scénario va aller plus loin que ça. Et je serai le premier surpris. Et je serai le premier en parlant vidéo et à vanter ses mérites. Voilà. À voir ce que la série nous réserve par la suite. Mais pour moi, je reste optimiste. Tant que j'ai pas vu 6 ou 7 tomes trop répétitifs, là on est qu'à 3-4, j'attends la suite avec impatience et je suis prêt à laisser une chance à la suite du manga, bien évidemment. Voilà. C'est tout pour ces 3 points positifs et négatifs pour l'œuvre de J.K. Haru, Sex Worker in Another World. On a aussi parlé de Captain Tsubasa et de l'attaque des titans. Voilà. Je suis très heureux d'avoir pu faire ce challenge. Merci à toi, Tada, de l'avoir proposé. Je pense que ma vidéo est très très longue. Elle fait 40 minutes passées, je crois. 50 minutes, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment voulu prendre le temps de faire ça. Et particulièrement pour Captain Tsubasa, qui est un manga trop peu connu. J.K. Haru, pareil, c'est un manga qui est trop peu connu. Il est édité chez Daitani Édition. Donc c'est une maison d'édition assez récente. C'est une petite, donc ils n'ont pas encore un énorme catalogue et n'ont pas non plus un énorme rythme de parution. Par contre, l'attaque des titans qu'on ne présente plus. Voilà. J'aurais préféré tomber sur autre chose. Un peu moins connu. Voilà. Il y a des mangas que j'aurais bien voulu vous parler, que j'ai dans ma collection. Bamboo Blade, les Nozokiana, si on veut rester sur un truc un peu de cul. Love X Dilemma, j'aurais tellement voulu vous en parler, mais tellement, j'aurais eu tellement à dire dessus. Pourquoi pas Chainsaw Man, qui est récent, Spy X Family, voilà, j'aurais voulu, il y aurait tellement de séries que j'aurais voulu vous parler. Sexy Cosplay Doll, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais s'il fallait que ça tombe là-dessus, j'en aurais parlé, voilà, j'aurais joué le jeu. Voilà, bref. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette sélection et de mes 3 critiques. Si vous êtes d'accord avec moi, du cas où vous aurez lu les œuvres. Et si vous avez fait le challenge Tada, le Tada Challenge de votre côté, sur quoi êtes-vous tombé? Voilà. Dites-moi les noms des 3 œuvres sur lesquelles vous êtes tombé. Excusez-moi, je zozote un peu, mais j'ai parlé beaucoup et je commence à avoir soif. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait énormément. S'il y a des youtubeurs manga qui passent pas là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'irai voir votre challenge, peut-être qu'on est tombé sur les mêmes œuvres et peut-être qu'on a eu des avis différents, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Voilà, et si vous avez besoin d'une petite collab, quoi, voilà, je suis là, je suis ouvert, je me lance dans le YouTube Manga Game et je serais ravie de pouvoir faire ça avec des collègues. Voilà. C'était mes 3 mangas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'encore une fois qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita.
またね皆さん、ちびです。とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいる。お天気の日はおっぱい探してお散歩だ。ドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフン。いろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好き。おっぱいドラゴン今日も飛ぶ。